C'est lent parce qu'on consulte tout le monde. C'est lent et parfois, quand il y a l'urgence, on dit oui, mais comment est-ce qu'on va réussir à dépasser ces lenteurs? On a constaté aussi, c'est que c'est vrai que le fédéralisme étant un fédéralisme historique, le développement de chacun des cantons est très différent. Il y a des cantons urbains qui ont des sensibilités plus progressistes, disons, et des cantons ruraux qui ont des sensibilités plus conservatrices. Et étant donné le système fédéraliste, l'équilibre entre les petits et les grands, souvent vous trouvez qu'un canton comme Zurich qui a 1 200 000 habitants, ou quand on a Puzzle, Rhône intérieur qui en a 12 000, donc vous voyez un petit peu de déséquilibre, Zurich a le même poids. Alors évidemment ça crée des frustrations quand il s'agit de faire avancer le public. C'est clair que les cantons progressistes ont de la peine parce qu'ils peuvent être freinés par le système fédéraliste. D'autre part, le système d'exécutif fédéral, on disait tout à l'heure, l'avantage de la collégialité, c'est que bon, les ministres sont des gens comme les autres, mais en même temps, ça pose un problème au niveau de la visibilité internationale. Parce que reconnaître un président de la Confédération ou une présidente de la Confédération sur l'échelle internationale, eh ben, c'est bonbon, parce qu'il change chaque année, et puis dès qu'on s'est habitué à une tête, ben, il change. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile, ça pose des problèmes de visibilité. Par ailleurs, la collégialité elle-même, elle pose problème parce que tout le monde doit s'intéresser à tous les sujets, et vous n'avez que 7 ministres, la surcharge du Conseil fédéral, du cabinet, est énorme. Et comme il n'y a pas en plus un Premier ministre ou un président qui tranche, donc vous avez souvent des arbitrages qui sont très longs et qui sont extrêmement compliqués. Et puis, bon, l'autre chose, c'est que, après cette conférence, je crois que c'est absolument évident, ce particularisme des institutions en Suisse est tel qu'on a énormément de peine, parfois, à faire passer le message auprès de nos principaux partenaires. Par exemple, l'Union européenne, dont la Suisse n'est pas membre, comme vous le savez. Le jour où le peuple a rejeté un accord signé par le Parlement pour l'espace économique européen, en 1992, nos partenaires européens disent oui, mais vous avez signé un truc, et puis le peuple dit non, on fait quoi avec ça? Ben voilà, ben, il faudra recommencer à zéro. Donc c'est vrai que la gestion de ce particularisme dans le cadre en particulier de notre politique étrangère est assez compliquée et parfois problématique. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous dire. J'ai été un peu plus long que prévu, mais voilà, en gros, l'essentiel de ce que je voulais dire par rapport à la démocratie participative ou consensuelle, comme on l'appelle chez nous. Excellence, je dirais pas d'une intervention, mais c'était un cours magistral que nous avons eu. Et pour compléter ce que vous avez dit sur cette particularité de la Suisse, il y a chez nous en Suisse quelque chose qui est assez particulière, parce qu'on dit toujours la Suisse fait son unité dans sa diversité. Et c'est vrai que peut-être c'est l'unique pays européen où il y a cette règle, parce qu'on n'a pas quelque part de problème de minorité, il y a l'unité dans la diversité. Voilà, je vous retire mes sincères remerciements, Excellence, et sans tarder, je laisse la parole à nos chers étudiants et étudiantes pour des questions concernant vos propos ou d'autres questions supplémentaires. Voilà. Merci. Alors c'est à vous la parole. Non, ne vous inquiétez pas, ils ont bien compris, mais c'est toujours difficile de se jeter comme ça à l'eau. Parfois il y a une timidité, mais il y a ceux qui sont déjà soignés quelque part, cette timidité. Alors, on attend vos questions. Oui. Oui. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Et ce que je voulais savoir, c'est que vous avez dit que la Constitution avait été révisée 3 fois. Et elle a vraiment beaucoup changé. Je prends 2-3 questions. Oui, et ensuite, après, je comprends vraiment cette question.
Une question. Oui, ici. Oui, ici, ça fait comme ça, Merci pour la présentation. Avant tout, ma question porte essentiellement sur le calcage du modèle suisse en Afrique. Alors, M. Zanin nous a dit que vous avez une certaine expérience en Afrique. Alors, en quoi pensez-vous que le modèle suisse, le modèle démocratique suisse puisse aider l'Afrique dans la recherche, bien entendu, d'une démocratie plus appropriée aux aspirations des peuples africains? Alors, je vais prendre les trois dans l'ordre. Les révisions de la Constitution. Alors, effectivement, la première révision, celle de 1874, était une révision assez profonde parce qu'elle a entre autres introduit formellement le principe du référendum. Donc ça, c'était un droit populaire nouveau. Elle a également introduit d'autres changements parce qu'en 1848, le travail était loin d'être parfait et on a vu l'expérience de ce nouvel État qui a nécessité un certain nombre de choses, puisque en fait la Suisse, même si elle est un État, comme disait le système de subsidiarité, on a vu également dans cette deuxième moitié du 19e siècle croître un certain nombre de demandes par rapport au pouvoir fédéral, pour que le pouvoir fédéral prenne en main un certain nombre de choses. Donc il y avait un peu, je ne vais pas parler d'une centralisation, mais d'un transfert de pouvoir. Donc, la révision de 1874, c'est clairement une révision qui va vers un certain nombre de transferts de pouvoir des cantons vers la Confédération. Celle de 1999, c'est un peu différent. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'entre les plus de 100 ans qui sont passés entre ces deux révisions, il y a eu évidemment toujours, si vous voulez, dans une certaine mesure, des révisions constitutionnelles, puisque les articles ont été ajoutés, abrogés, modifiés, etc. Donc, on est arrivé à un moment donné, on s'est rendu compte vers la fin du XXe siècle, dans les années 1980, on s'est dit, cette constitution, elle ne correspond plus aux critères modernes d'une constitution. Il y a un toilettage assez profond à faire. Donc, il y a eu un toilettage, une modernisation de la constitution qui a demandé énormément de travail. Ça a pris une quinzaine d'années, vraiment de travail aussi de consultation. Donc, c'est vraiment une révision assez en profondeur, même si les principes de base n'ont pas été changés, mais on a adapté